En tous les cas, donc on va faire comme on fait d'habitude à Sidi. On est, là, vous nous avez honoré, ça c'est magnifique, merci Younes, les gens Lina, c'est gentil. Et dans un petit salon comme le nôtre. Et puis d'habitude, alors il y aura des lectures, vous allez écouter un petit peu de Chouflina, chez les lectures, il y a une chronique. Il y a une chroniqueuse, donc elle va faire sa petite chronique. Je vais faire ma petite lecture de ce truc un petit peu. J'espère me retrouver. Et puis après on va l'écouter, parler un peu de notre lecture, de nos lectures. Et puis comme d'habitude, il y aura des questions, des commentaires, whatever. Donc voilà. Donc Kébir Ammi, qui nous honore un 14 février, et donc qui est venu nous dire au Maroc je vous aime, vous lecteurs. Oui. Merci plus, c'est beaucoup. une histoire d'amour. Hein. Il y a une histoire d'amour, il y a de l'amour. Est-ce que c'est une histoire d'amour? Mais oui, il y a beaucoup d'amour, c'est tellement bien fait. Oui. Alors nous avons ici, il y a surtout une majorité d'étudiants, le salon pour les étudiants, en principe c'est des universitaires. Et puis il y a une poétesse là-bas dans le coin. Il y a Sophie qui est toujours avec nous et qui souvent, très souvent, quand elle a assisté, elle est professeure d'économie sociale au lycée Victor Hugo, et quand elle a assisté, elle donne le livre aux étudiants de lycée pour... Et puis nous avons la plus jeune lectrice qui est Chad, et puis des universitaires en principe, ils ont lu. Il y a François, j'espère que aussi il a lu son livre, qui est un très bon lecteur, très bon. Alors on commence, je vais commencer par, donc à la lecture de ce roman, Ben Aïcha de Mustafa Kébir Ammi. Plusieurs questions nous interpellent. Alors tout d'abord, comment ce roman est-il raconté? Et d'où mon problème. Je parle avec Sidi Younes, il me téléphone, Galia, ça va? Non, j'ai perdu un narrateur. Galia, quoi? J'ai perdu un narrateur. Galia, vas-y doucement, tu vas le trouver à la fin. Effectivement, merci beaucoup. Je l'ai retrouvé. Alors, dès la première phrase, le jeu du narrateur externe s'impose à nous pour prendre le devant et assumer son rôle de raconter l'histoire. Il nous apprend que Ben Aïcha, le personnage principal du livre, vit à Salé le Vieux. Alors pour ceux qui l'ignorent, Salé le Vieux est le nom sous lequel on a pris l'habitude de désigner la cité de la rive droite du Bourg-Grec, par opposition à la ville ressuscitée par Yaqub al-Mansour, Arbat al-Fatah ou al-Fath, qui devient plus tard, à l'arrivée du nord d'Espagne, Slajdida. Quant à l'origine du nom Salé, il y a plusieurs propositions, dont celle qui est la plus vraisemblable, tirée du nom Chella. Alors voilà, nous découvrons donc que dans cette ville, Ben Aïcha est de pauvre extraction. Le narrateur est vieux. Alors il est vieux, j'ai une citation. Voilà. Nous étions mieux. Alors, il est de pauvre extraction. Alors nous étions mieux lotis que Ben Aïcha et les siens. D'accord, le narrateur. Ensuite, nous avons le narrateur est vieux. Et là, nous avons je tiens à peine sur mes jambes. Deux vieilles pattes sèches qui n'en peuvent plus.
D'accord? Et dans ses souvenirs, il lisait beaucoup, voulait devenir écrivain, visiter l'Europe et, le cas échéant, sauver l'humanité. Donc, si le temps de l'histoire est convaincant, celui de la narration demande plus d'attention. Par exemple, on peut lire en page 12, au pied des remparts, Ben Aïcha était debout devant moi, nos regards se sont croisés, il n'a pas reconnu, je crois, celui qui n'ignorait rien de lui et qui était comme son frère. Pour ensuite lire en page 16, je suis tombée nez à nez avec Ben Aïcha un soir. Je ne l'avais pas vu depuis des lustres. Il était aux commandes d'un fameux navire. Les deux événements se sont déroulés dans le passé. Utilisation de l'imparfait, mais sans respecter l'ordre chronologique. Ceci est plus remarquable dans la structure même du récit, qui privilégie des ruptures temporelles ou anachroniques à une narration chronologique. De plus, au début du livre à Saleh, le vieux, l'ami de Ben Aïcha, dont on ne connaîtra pas le nom, s'impose le je et le il. Le pronom il désigne Ben Aïcha, en pleine construction, fabriqué pour faire face à son destin. Il était secret, instinctif, on parle de Ben Aïcha, ni bagarreur ni violent, il ne laissait rien voir de la fièvre incandescente qui lui rongeait le corps. C'est bien l'homme que nous retrouverons plus tard ambassadeur du roi à Versailles. Et puis Versailles est un autre monde, décrit par un autre narrateur, omniscient, qui décrit avec passion l'univers dans lequel Ben Aïcha essaye de survivre. Il sait et entend tout. Un narrateur bien au fait de l'histoire de France, et plus loin encore, celle de l'Angleterre. Un narrateur cultivé, que rien ne surprend, et qui dit, sur la page 25, il dit, il y avait là tout ce que la France compte de beau, de beaux esprits, de gens bien nés, de serviteurs de l'État. Un théâtre où on aime à se montrer. Et le narrateur omniscient explique, il essaya de se donner de la contenance, de représenter l'empire chérifien. Mais il était pris, bien malgré lui, dans un tourbillon, et son avis ne comptait pas, ou trop peu. En effet, on découvrira que notre héros est illettré et ne pouvait donc pas lire une missive envoyée par la princesse. Il interviendra rarement dans le déroulement de l'histoire. Une remarque cependant, pas moins de 20 personnages actifs croisent notre Ben Aïcha qui en imposait d'emblée et sans le moindre calcul, la nature l'avait gratifié de tant de noblesse. J'ai cité la page 29. L'apparition de la princesse allait faire basculer le roman dans un autre registre, celui de l'amour. Et je cite, « Mais la princesse était ailleurs. Ses yeux avaient réduit le château à l'état de désert. Elle était tout entière happée par le visage d'un inconnu à la peau sombre. Un homme mystérieux qu'elle venait d'apercevoir. Plus tard, nous avons quitté ce narrateur pour retrouver celui que nous avions connu au début. C'est-à-dire, il y a 3 narrateurs. Donc, enfin, non, après on va s'apercevoir que c'est... J'ai toujours mon problème. C'est l'histoire du narrateur. Alors voilà, plus tard, nous avons quitté ce narrateur pour retrouver celui que nous avions connu au début. Dans l'épilogue à Saleh le Vieux, il nous dit que son manuscrit, Abdullah Ben Aïcha, a été détruit par des hommes ivres. Une belle façon pour ne pas se poser de questions. Et revoilà le jeu qui se lamente et qui rencontre Ben Aïcha, et je cite, qui n'a pas reconnu celui qui était pour lui comme un frère. Page 12, celui qu'on avait, non, page 12.
Une autre question, pourquoi ce roman? Et je trouve ça très important. Le point de vue de l'auteur n'échappera pas à une remarque qui mérite éclaircissement. En effet, nous ne pouvons pas nous empêcher de sentir la distance culturelle des personnages du Nord. Là, en France, à Versailles, à Paris, la religion et la couleur de peau sont quelquefois mises à contribution pour nous le rappeler. Un monde différent, des mœurs différentes. Cela pourrait éventuellement intéresser quelques auteurs, comme disait le regretté historien et écrivain Mohamed Zneba, 1923-1993, dans sa préface de l'œuvre Des corsaires de Salé. Un texte qui, par son ton ironique, implique une critique sévère de toute une littérature européenne qui s'est employée à écrire l'histoire des États du Maghreb et qui cite l'exemple du mot barbaresque, qui, et je cite, implique ainsi dans une bouche européenne toute une série de résonances et d'évocations. L'ensemble de ces prolongements a curieusement concouru à fixer les barbaresques sur une image d'un peuple de la mer, ennemi de la foi, vivant dans une anarchie. Une bonne occasion, un bon prétexte de dire, à travers une œuvre, nous avons le droit de nous intégrer dans votre monde à l'aide de nos repères, notre culture et notre sensibilité. Le droit de voir, de faire des comparaisons dans tous les domaines de la société. D'ailleurs, dans le roman Ben Aïcha, la femme a une place prépondérante et remarquable par son pouvoir sur les hommes et surtout par sa liberté de disposer de son corps. Des femmes qui ne peuvent que nous renvoyer notre propre image de la femme dans nos sociétés. Enfin, sommes-nous devant un roman sentimental, un roman d'amour ou un roman historique? Roman d'amour. Nous plongeons dans l'univers intime d'un homme amoureux et tourmenté. Le narrateur nous jette en effet dans sa tourmente et l'envoi de cet homme, pourtant discret. On est transporté par ce choc émotionnel dans un amour passionnel et charnel qui sera très vite rattrapé par la réalité sociale. Cette union qui devait demeurer cadrée avec la convenance de son temps se transforme vite en drame devant son inévitable destin. Nous sommes, bien entendu, devant un amour impossible. Alors, où? C'est un roman historique. Nous avons parlé de roman d'amour, maintenant, est-ce un roman historique? Le livre, bien qu'il soit ancré dans une réalité historique, avec Versailles comme toile de fond, son roi Louis XIV et de nombreux décideurs du royaume, ne révèle aucun épisode de l'histoire de France. Des personnages nombreux sont historiquement réels, mais sont aussi inscrits dans une vision romanesque. Dans une vision romanesque, sans action, comme s'ils étaient des figurants ou acteurs de complément dans le cinéma. Des silhouettes mouvantes, qui ont rarement des choses à dire. D'écrivains à puiser dans l'histoire de France, dans une période faste, pour donner plus de vraisemblance et de prestige à l'histoire d'amour impossible. On peut certainement dire aussi que le roman n'est pas historique, par le manque d'antagonisme social ou de religion. Le narrateur lui-même nous indique par l'intermédiaire d'une aberration volontaire où il nous présente l'aïeul du futur Louis-Antoine de Bougainville qui ne viendra au monde qu'en 1729. Nous savons que Ben Aïcha arrive à Versailles en 1699. Nous retrouvons le premier narrateur après le récit de Versailles qui se pose comme une longue parenthèse qu'un narrateur opportun raconte avec brio. Y a-t-il une rupture temporelle? On ne peut pas le savoir, mais le narrateur Ami de Ben Aïcha nous remet vite sur les rails temporels pour révéler au lecteur son âme et sa tristesse devant un Ben Aïcha qui a perdu la raison.
L'épilogue, dans un bouquet final, dans un tourbillon de danse soufie, nous révèle enfin le secret, la religion de l'amour, et son adepte, le vieil homme. Une fusion de deux représentations de l'amour. Ibn Aïcha est passé par là. Et ça, c'est le dernier chapitre qui m'a complètement bouleversé, l'épilogue, où nous avons une narration, nous avons Ibn Aïcha qui parle, et puis ensuite, et ça continue, il dit je, et puis ensuite on passe à un autre jeu, mais c'est le même, on a l'impression que c'est Ben Aïcha, mais c'est plus Ben Aïcha, c'est le narrateur, et il y a un troisième paragraphe où il y a une fusion entre ça devient une seule personne. Donc, Ibn Aïcha est passé par là. Alors pour conclure, je n'ai soulevé de cette intervention qu'un point de vue, le mien. Je sais que pendant nos nombreuses interventions, nous allons en connaître d'autres qui enrichiront notre présent débat autour de ce livre fascinant. Merci. Deux petits mots. D'abord, je suis très heureux d'être ici avec vous. Merci, Leïla. Merci vraiment de cette bienveillance, cette générosité que tu as eue en me présentant, m'accueillir, lire ce livre. Et voilà, je suis ouvert à toutes vos lectures et à vous écouter. Très bien. Qui veut suivre? Qui veut suivre? Alors, il y a 1, 2, 3. Qui veut suivre? Ilham? Hein? J'aurais des questions. Il met la chronique. Allez, on y va pour la chronique. C'est vrai, la chronique passe avant même moi. Merci. On en parle. Bonjour. Bienvenue chez invité. Alors, si Sartre se voulait l'auteur érudit de l'absurde, en contrecarrant la dimension de l'absurdité à travers histoire et fait, M. Kébir, lui, s'est donné pour vocation de militer contre ce qui fait le vice et le génie de l'humanité en même temps, l'imposture. En puisant d'une multiculturalité d'identité, héritée par les parents et par la vie, de parcours et de voyages, Kébir a pu parcourir rive et rivage en transgressant le péché de la zone de confort. Au-delà le conglomérat communautariste et les concentrations claniques, Kébir s'est toujours prononcé en remettant en question cette fatidique et foudroyante imposture du temps moderne, illustrée avec 1001 fréquences. Entre la convoitise, le pseudo-patriotisme, les classes sociales, la réclamation de l'avoir au lieu de l'être, la précision de la couleur de peau, la ségrégation, la discrimination, le racisme et l'aveuglement causé par les convictions dogmatiques, l'imposture gagne les cœurs et les têtes. Et l'auteur du génial imposteur a bien mis en exergue ces altérations corruptibles avec son livre, son ouvrage portant le même nom. Aujourd'hui, le cher et grand Kébir nous présente une imposture d'ordre moral, cognitif, mais aussi sociétal, celle de la notion de l'impossible. Et quoi de mieux qu'une lascive et fougueuse histoire d'amour, entre parenthèses passion, pour nous ouvrir les yeux quant à l'imposture des règles que l'homme, avec un grand H, a imposées en croyant bien faire, en servant si mal le bien-être par le politiquement correct. Elle est française, il est marocain, elle a la peau blanche, il a la peau sombre, elle est noble de lignée, il est autodidacte dont l'accomplissement est un construit et point un acquis. Elle est très cultivée, il ne sait à peine lire. Tout les sépare, sauf la beauté et la jovialité d'un amour échappant aux règles et aux normes humaines. Ben Aïcha est un personnage qui foisonne au cœur de chacun de nous en fin de compte. Un personnage fou, tendre, parfois maladroit, parfois même candide, mais c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a écouté son cœur au moment où l'imposture humaine n'avait d'ouïe ni pour le cœur ni pour la raison, mais pour les considérations sociétales de la hiérarchie. Comme quoi, en amour, tout cœur doit être son propre interprète. Vas-y. bonsoir. Bonsoir. أدين بدين الحب بأن توجهت ركائبه
فالحب ديني وإيماني ابن عربي. L'amour est une croyance où que s'orientent ses convois. L'amour est ma religion et ma foi. Ibn Arabi. Pour Ibn Arabi, l'amour est le secret de la vie. Sir al-Hayat. Il faut savoir que les hommes à travers les siècles n'ont eu de cesse de chercher l'amour. L'amour sous toutes ses formes. Les Grecs ont très bien compris qu'il existait plusieurs formes d'amour. Ils en ont dénombré 4. L'agapé, qui signifie l'amour désintéressé, divin, inconditionnel. Agape signifie don sans rien attendre en retour. L'éros, qui signifie l'amour naturel, la concupiscence, le plaisir corporel. Érotisme, plaisir charnel. Storgé, qui signifie affection familiale, l'amour familial, l'amour maternel. Philia, l'amitié, l'amour bienveillant, le plaisir de la compagnie. Les Grecs ont mis en évidence les degrés dans les sentiments que l'on pouvait éprouver. Monsieur Mustafa Kiberami, dans son roman intitulé Ben Aïcha, ne relate l'histoire d'un amour impossible entre la princesse Marie-Anne de Bourbon, princesse de Conti et fille de Louis XIV de France, et un corsaire ambassadeur du Maroc venu négocier un échange de prisonniers. Avant d'exposer cette relation amoureuse, il est important de souligner la manière dont a été écrit le roman et qui, à mon sens, lui donne sa force et son intensité. L'auteur manie avec habileté la langue de Molière, cette langue d'une richesse infinie, ce qui permet au lecteur de rêver et de se mettre à la place des personnages principaux. Et le fait d'avoir pris la partie d'écrire des chapitres courts, cela nous donne l'envie de ne pas arrêter la lecture. Autre point important, il nous fait découvrir, si nous ne connaissons pas l'histoire du royaume de France et du royaume du Maroc, à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, avec un sens profond du détail. Marie-Anne de Bourbon, princesse de Conti, est le 3e enfant naturel que Louis XIV eut de Louise de la Vallière, née quelques mois après la mort de la reine-mère Anne d'Autriche, confiée à l'épouse du ministre Jean-Baptiste Colbert. La petite fille est légitimée par lettre patente dès le mois de mai 1667 et dès lors nommée Mademoiselle de Blois. En 1674, elle est présentée à la cour qui loue déjà sa grâce et sa beauté. Pour Marie-Anne, cette présentation fut un succès. Veuve à 20 ans et très riche, la désormais princesse de Conti est une femme libre et convoitée tant par les hommes que par les femmes. La duchesse d'Orléans, belle-sœur du roi, l'en taquine ouvertement, ce qui lui vaut les foudres royales par la marquise de Maintenon. La beauté de la princesse est si renommée que le sultan du Maroc, Moulay Ismaïl, en tombe amoureux sur la simple description de son ambassadeur et l'a fait demander en mariage, ce que Louis XIV refuse poliment. Revenons à nos amoureux. Notre Ben Aïcha est un Marocain de Salé-le-Vieux, qui a connu la misère, la prison, et qui s'est juré de s'en sortir. C'est comme cela qu'il est arrivé à la cour de Moulay Ismaïl. Il est illettré, mais manipule à la perfection plusieurs langues étrangères, dont le français. C'est sans doute pour l'une de ces raisons que Moulay Ismaïl lui a demandé d'aller en France négocier un échange de prisonniers. Après un voyage des plus tumultueux, Ben Aïcha arrive à Paris et est attendu à la cour de Versailles. Et ce jour-là, sa vie fut transformée à jamais. Un vrai coup de foudre entre un ambassadeur d'un pays lointain, exotique, et une princesse de sang royal. Un amour impossible et qui n'empêche pas les amants de le vivre intensément. Les nombres et les valeurs de l'époque étant incompatibles avec ce genre de relation. Le cœur de Ben Aïcha ne battait que pour étreindre sa belle princesse. Tout comme l'a écrit Alfred de Musset. Ben Aïcha aurait pu dire ce qui suit. J'aime, et je sais répondre avec indifférence. J'aime, rien ne le dit. J'aime, et seul je le sais. Et mon secret m'est cher, est chère ma souffrance. Et j'ai fait le serment d'aimer,
sans espérance. Non, je n'étais pas née pour ce bonheur suprême de mourir dans vos bras et de vivre à vos pieds. Tout me le prouve, hélas, jusqu'à ma douleur même, si je vous le dis pourtant que je vous aime. Tous les jeunes, en ce jour de la Saint-Valentin, rêvent qu'un beau jour, leur prince charmant viendra les délivrer. Il est beau de rêver à l'amour, à cet amour pur et innocent, qui vous fait vibrer, qui vous donne l'impression d'avoir des papillons dans le ventre. Le cœur a sa raison, que la raison ne connaît pas. Et pourtant, sachez, chers jeunes, que l'amour fait souffrir comme Aïcha a souffert. Et l'amour n'est pas suffisant pour construire. Et l'amour n'est pas suffisant pour construire une vie de couple qui dure dans le temps. Je m'adresse à vous, cher Mustafa Kiberemmi, mais aussi aux lecteurs du salon. Pensez-vous que l'amour inconditionnel existe-t-il? Et merci. D'accord, je veux bien intervenir comme ça un peu. S'il vous plaît. Donc aussi bien pour ce que vous avez dit, parce que je n'ai rien dit pour vous remercier de ce que vous avez dit, c'est très fin, c'est très subtil ce que vous avez écrit. Des petites choses peut-être avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais c'est très bien, mais ce que vous avez écrit en tout cas est très intelligent, très subtil. Et cohérent surtout, parce que ce qu'on me demande c'est la cohérence. Quelquefois je suis irrité par des analyses qui sont faites et ce ne sont pas des analyses parce qu'elles manquent de cohérence. Donc c'est pas important qu'on soit pas d'accord. L'essentiel c'est vous avez dit des choses qui se tenaient, des choses justes, cohérentes. Ça donne de la force et j'en suis ravi. Et ça m'ouvre des perspectives quand je ne suis pas d'accord. Et c'est très bien. Comme tout à l'heure, Leïla, quand elle a dit par exemple, sur le roman historique, je vous remercie de l'avoir lu de cette manière. C'est-à-dire que ce n'est pas un roman historique. Je l'ai dit encore il n'y a pas très longtemps, Younes était présent dans la salle, dans la Villa des Arts, j'ai dit que ce qui mérite le plus, c'est quand des professeurs d'université, donc de collège ou de lycée, mais souvent d'université, parce que ce sont des universitaires qui m'invitent, et qui par paresse ne prennent pas le temps de lire véritablement un livre, et ils disent qu'Ibn Mustafa Ammi, il écrit des romans historiques. Mais est-ce qu'ils savent ce que c'est un roman historique? Dumas écrit des romans historiques. Et je donnais l'exemple, par exemple, un auteur que vous connaissez certainement, Borges, l'écrivain argentin, l'immense écrivain, qui n'a écrit que des nouvelles, des petits récits et puis des contes, un immense écrivain. Il s'est toujours inspiré d'éléments, quelquefois, d'histoire, mais ce qui lui importait, ce n'était pas d'être un auteur d'histoire, un auteur historique, mais c'est de puiser, d'examiner, de disséquer l'histoire, d'entretenir une espèce de dialogue avec la mémoire des peuples. J'ai bien dit la mémoire, pas l'histoire. Donc là, Leïla, c'est vraiment quelque chose qui m'importe. Donc tu as mis le doigt sur quelque chose de très important. Là, vous me demandez si je crois, si l'amour inconditionnel existe. Vous vous rendez compte de la responsabilité que vous nous mettez sur le dos. Je n'ai pas encore, j'espère ne pas avoir encore fini ma vie. Je pourrais y répondre au dernier instant. Parce que j'espère, en cette Saint-Valentin, j'espère qu'il me reste encore de belles choses à dire. Bravo, bravo. خديجة وانا فكرين داك الشيء ديالك باش نشوفوا لا فيه حتى شي حاجه ما نتاخذوا Non, je n'ai pas pris ce roman pour un roman historique, loin de là. Mais je me suis dit, c'est quand même un roman où on a fait bien beaucoup de recherches sur une période donnée de l'histoire. Donc, ce Ben Aïcha, un homme qui est-il, un homme humble, courageux, avec beaucoup de charisme, donc nommé, comme on a dit tout à l'heure, par
par Moulay Ismail comme ambassadeur en France, parce qu'il parle plusieurs langues alors qu'il ne sait ni lire ni écrire. Il parle quand même les langues. Et il arrive devant cette cour de Louis XIV et on apprend on a l'impression qu'on est devant un théâtre, cette cour, parce que chacun joue un rôle. Ils sont tous là pour. C'est une cour où on aime se montrer, où on aime. Chacun dans son domaine, que ce soit les poètes, les acteurs. Il y a si vous voulez, toute l'élite française qui est là et qui aime se montrer dans cette cour. Sauf que lorsque Ben Aïcha arrive, il est présenté à tout le monde comme l'ambassadeur d'un grand pays, d'un pays ami qu'on aime beaucoup, etc. Et lui, dès qu'il va voir cette princesse, eh bien plus rien, il ne voit plus rien du tout. Tout semble disparaître. D'un seul coup, tout disparaît, tout le monde qui est autour de lui disparaît. Il sombre donc dans un désordre intérieur. Il perd ses repères, il a plus. Et commencent alors ces périodes qui sont formidables, ces attentes et ces rencontres. Ces attentes où on le sent, comme tout amoureux qui n'a pas la personne aimée à ses côtés, il attend donc ces moments volés, parce qu'en fait c'est des moments volés, donc il passe par du chagrin, de l'errance, ensuite c'est à ce moment-là que vous nous décrivez Paris de l'époque, avec ses ruelles, etc. Sauf que cet amour, malheureusement, on le sait maintenant, et c'est un amour qui est condamné d'avance, un amour impossible. Pourquoi? Cette frontière de classe, frontière de culture, frontière de langue, frontière de religion, etc. Et donc, et même si dans la cour de Louis XIV, on reconnaît la grandeur d'un Omar Khayyam, on reconnaît les prouesses de Cherif Idrissi, eh bien, il n'en reste pas moins que le Maroc, c'est le Maroc, c'est pas l'Europe, c'est pas la grandeur européenne, etc. Et le Maroc suscite la méfiance, et même s'il suscite de l'intérêt, il suscite aussi la fascination, etc. Mais ça reste, il y a cet obstacle entre deux mondes différents, donc obstacle entre ces deux personnes. Et puis à travers le roman, il y a aussi à un moment donné, vous parlez de, quand il lui dit, on nous dit que dans vos prisons, on découpe, on coupe en deux les prisonniers. Est-ce que c'est pas un regard vers les années sombres du Maroc? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est... Ce point précis, non, ce point précis, ce sont les préjugés des Européens. Ah, d'accord. Oui, ça, c'est les préjugés. Ils se fantasment, ils inventent des choses. Vous faites comme ça, vous vivez. C'est comme à un moment donné, la logeuse, l'aubergiste, elle va lui dire les Turcs. Oui, alors les Turcs, alors on a. Il ne prend même pas la peine de lui répondre. Il ne prend même pas la peine de lui répondre. Il la laisse, il méprise. C'est parce que, par exemple, ça, c'est un élément qui existe dans la littérature. Si vous voulez, il y a une espèce de critique de ce qui se faisait dans la littérature, puisque Robinson Crusoe, écrit par l'immense écrivain qui était Daniel Defoe, dans les premières pages, quand Robinson Crusoe va voyager, il va s'approcher des côtes marocaines du côté de Rabat Salé. Il dit nous avons rencontré des Turcs qui occupent cette région. Vous voyez, c'est une exactitude. Donc voilà. Exactement. Parce que dans la tête de l'Europe à l'époque, l'ottoman, c'est le musulman. L'ottoman, c'est un mot mahométan, oui, on voilà, les appelle. c'est ça. Des mahométans. C'est même pas le musulman. Oui, c'est ça, mahométan. On vous laisse la parole peut-être. احنا بغينا ندخل السؤال اللي تبغي تسولي سولي. Je vais rebondir sur ce qu'avait dit Imen par rapport à l'imposture. Et j'ai remarqué que c'est un mot que vous affectionnez beaucoup. Bon, il faisait partie de l'oxymoron qui vient le roman, le précédent roman, qui est le génial. Et il clôt ce roman. Le mot imposture clôt le roman, l'épilogue. Donc je me disais, j'ai beaucoup lu sur vous, j'ai pas tout lu sur vous, mais j'ai beaucoup lu de ce que de votre vécu, etc. Et on dit de vous que vous êtes animaliste.
Donc, est-ce que vous ne vous sentez pas investi d'une mission de relever justement ces impostures, comment dirais-je, ces préjugés qui sont faits sur la seule différence de culture et de civilisation, si on peut dire ça. C'est ma première question. Ensuite, je sais que vous êtes à Casa, okay, et que c'est très continental comme ville. N'est-ce pas? Plus continental, même, je dirais même un peu enclavé. Bien sûr. Et à travers les romans, vous référez beaucoup au nom de la marine. Oui. La mer, les bateaux, etc. Conrad et Stevenson, oui, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas une manière de vous échapper justement de ce que vous avez vécu? Sans doute. Et même à César, puisque c'est une ville, comme vous avez bien raison de dire que c'est une ville enclavée, il y a les romans de la marine, c'est ces grands romanciers qui étaient Conrad essentiellement et Stevenson. Mais j'ai commencé à lire, à découvrir les livres. On avait une librairie dans la ville. Et cette librairie, je n'ai pas inventé le nom. Et aujourd'hui, c'est triste, c'est devenu un café mort. Le nom est toujours resté le même. C'est Cosmos, vous voyez. C'était déjà l'appel du monde. Vraiment, je l'invente. Si vous allez à César, près de la Poste, vous voyez cette ancienne librairie. Pour votre première question sur l'imposture, alors c'est là où le point où est partie cette jeune dame qui arrive. Iman. Bon, c'est là où cette petite... le point pour lequel je ne suis pas d'accord, c'est... Bon, vous avez mis le doigt dessus, donc je vais apporter une précision, me semble-t-il, très importante. L'imposture n'est pas de la même nature dans un génial imposteur, dans les vertus immorales, et là. Je ne veux pas déflorer la fin pour ceux et celles qui n'auraient pas encore lu le roman. Je vais parler un petit peu dans l'absolu, vous me le pardonnerez pour ne pas justement révéler. D'accord? Dans l'absolu, il me semble, j'ai été amoureux, comme vous l'avez tous été, je l'espère, vous l'êtes encore. Et quand on est amoureux, je crois, ou alors on n'est pas des vrais amoureux. Quand on est amoureux, on est capable, n'est-ce pas, de porter la tunique de l'infamie pour celle qu'on aime, pour celui qu'on aime. Donc cette imposture n'est pas une imposture. Vous voyez? Ah oui, ça c'est toute la différence. Alors que dans un génial imposteur, c'est un salaud. Voilà, c'est toute la différence. Donc, attends, j'ai pas compris. La tunique de... Je dis la tunique de l'infamie, c'est-à-dire la trahison, l'imposture, la perversité la plus crasse. C'est quand on est, voilà, quand on aime, je veux dire, voilà, on peut trahir son peuple, sa nation, on peut tout trahir. Il y a de grandes œuvres d'ailleurs qui parlent de ça, je n'ai rien inventé. Donc c'est simplement que... Ben, voilà, c'est plus clair maintenant, vous voyez, vous m'avez compris. Voilà. Ça vous a convaincu? J'ai encore une petite question. Oui. Alors vous avez vécu aussi les frontières. Oui. Et la frontière. Oui. Et j'ai l'impression que vous avez envie, votre envie, c'est d'ouvrir ces frontières. D'éclater les frontières. D'éclater les exploser. Les exploser. Je les hais. Moi aussi. C'est malheureux. Je hais les frontières. Voilà. Oui. Et justement, est-ce que justement, dans vos romans, vous n'aspirez pas justement, puisqu'on considère que vous êtes un citoyen du monde, c'est ce qu'on dit de vous, quelle est l'image que vous auriez voulu avoir justement de ce monde? C'est qu'on ait déjà premièrement la possibilité de circuler librement. Déjà ça c'est une première chose. Je conçois que les États, les nations puissent avoir des frontières, c'est important. Ça peut incarner l'identité d'un peuple, d'une nation, d'une communauté. Mais il ne faut pas que les frontières deviennent des murs infranchissables. Il faut que les frontières existent, mais qu'elles soient justement un seuil, une porte d'entrée, un accueil pour ceux de l'autre bord. C'est ça l'essentiel. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde ne va pas dans ce sens malheureusement, et c'est ça qui est... Donc moi, qu'est-ce que je fais? Comme je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un guerrier, je fais avec ce que j'ai des mots, j'écris, j'ai une sensibilité, une imagination, et je les mets au service de mes convictions. Donc
j'écris des romans, et j'y exprime ce qui me touche profondément, ce qui fait l'homme que je suis. Et l'homme que je suis, qu'est-ce que c'est? Ce sont des années. C'est un petit garçon, c'est un adolescent, c'est un jeune homme, c'est un homme qui s'approche maintenant d'un autre âge un peu plus important, etc. etc. Donc c'est la somme de toutes ces années, de toutes ces expériences vécues qui font que le monde que je raconte, même quand je raconte une histoire, je ne peux pas faire autrement que parsemer des questions à travers l'histoire. Alors, dernière petite question. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on ne peut pas, les deux héros, est-ce qu'on ne peut pas considérer que ces deux mondes, l'amour impossible est égal à ces deux mondes impossibles à mettre ensemble? À unir. À unir, mettre ensemble, même oui, pas unir. Même pas unir, mais mettre ensemble. Oui, peut-être. Et c'est ce qui perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était vrai au XVIIe siècle, mais ça continue d'être vrai. Avec toutes ces frontières, je crois que Leïla avait soulevé tout à l'heure, vous l'aviez dit, madame, c'est-à-dire qu'il y a des frontières religieuses, bien sûr, sociales, culturelles, etc. Et encore une fois, toutes ces choses-là ne favorisent pas une possibilité de vivre ensemble sans s'unir, mais de vivre ensemble. On a l'impression on a le sentiment quelquefois que avec le savoir, avec la connaissance, avec les années qui passent, avec l'expérience des guerres qui se sont passées, les hommes et les femmes, les hommes avec un grand H, ont compris ou vont finir par comprendre que c'est fini la guerre, c'est fini la violence, mais tout nous donne tort, puisqu'on nous remet, et nous vivons aujourd'hui des années sombres. Nous vivons des années sombres, même s'il y a une connaissance que le monde, l'humanité n'a jamais eu à sa disposition, il faut bien reconnaître que nous sommes en présence d'une violence inouïe et à laquelle la science ou la connaissance et même la culture n'arrivent pas à répondre. هذا اليوم لنتهادى رواية بعرق التاريخ ورائحة الحداثة. وإن اختلفت مرجعياتنا وإن اختلفت ثقافاتنا وإن اختلفت دياناتنا فيبقى الحب دين من لا دين له. سيدي وتاريخي ونكهة الحداثة. وإن اختلفت دياناتنا وإن اختلفت مرجعياتنا وإن اختلفت ثقافاتنا فيبقى الحب دين من لا دين له. سيدي، كاتب يعلن في حوار صحفي أنه يعشق الموسيقى عشقا، وتمنى لو لم يكن كاتبا لكان موسيقيا. كاتب يصرح أن ازدواجية أصله مغربي جزائري أغنت رصيده الثقافي، رصيده السياسي، رصيده التاريخي. كاتب يصرح ويعلن أنه يخيط الكلمات. كاتب يصرح ويعلن أنه يخيط الكلمات خياطة على نهج والده. وأنا أتتبع حواراتك من حوار إلى حوار مكتوب ومرئي ومسموع في جميع الوسائل التي تمكنت أو مكنتني منها الظروف. أرى شموخا كبيرا جدا. أعود إلى الرواية سيدي. القبطان بنيشة، وأنت تحيك وتخيط تفاصيل هذه الرواية. كل ما قيل لك أنك قلبت موازين الشرق، موازين الاكتشاف، من شرق أو من غرب إلى شرق أو من شمال إلى جنوب، فحولت الثنائية إلى ماذا؟ إلى جنوب ثم شمال، وإلى شرق ثم غرب. وأعدت صناعة الإنسان في علاقته بماذا؟ في علاقة المرأة بالمرأة. اخترت قبطانا يتميز بدهاء شديد، قبطان يتميز بذكاء كبير. اخترت أيضا أميرة، واخترت قصرا، واخترت قبطانا يرفض أن يستقبل إلا من طرف الملك، وقبطانا يرفض أن يحضر أي حفل إلا بلباسه المغربي التقليدي. أليس كذلك سيدي؟ هنا أعود إليك وإلى هذا القبطان الشامخ شموخ الأطلس أو جبال الأطلس الذي تمتد عبر كل حدود المغرب الكبير.
أين أنت من كل هذا؟ أين ذلك القبطان الشامخ؟ أين ذلك القبطان؟ هنا أعود سيدي في قراءاتي التي كما قلت تتبعتك فيها، في نزوحك، في علاقة الغرب بالشرق، في إعادة الاحترام واحترام الاختلاف والديانات والثقافة والعلاقة بالمرأة والحب. أين كنت وأين وقفت؟ وفي مطاردتك للتاريخ واقتناص شخصياتك من التاريخ. لما هذا الاقتناص الذي يكون دائما كما لاحظت في تتبع لك عن سبق إرصاد وترصد؟ وأنا أسمعك الآن كان للصوت صدى آخر. تعرف سيدي ماذا فعلت؟ أضفت الكلمة، نعم، على التاريخ، على الخياطة، على الأم المغربية. أضفت شيئا إلى الصوت. وهنا فهمت لماذا تحب الموسيقى. عندما نمتلك صوتا يشي بكل ما يمكن أن نقول بدون أن نقوله، يصبح لكل كلمة معنى. أنتظر أن أسمع علاقة علاقة القبطان بالروائي والكاتب. وشكرا سيدي. السؤال هذا صعيب جدا، vraiment très très difficile, même en français, je ne vois pas comment je pourrais. La relation, c'est toute la complexité. الأفكار ديالي بالفرنسية ياك ما كاين. لا تفضل. C'est une véritable alchimie. Il y a des choses, bien évidemment, que la musique, vous l'avez vu, la musique est présente. Je ne me rappelais pas que je l'avais déclaré, que j'avais fait écrire. Donc c'est très bien, vous avez pu retrouver comme ça des choses. La musique est très importante et du reste, elle est très importante même dans l'écriture. On sent dans le rythme, la musicalité, des phrases, etc. etc. Mais le choix du sujet, certains auteurs, je pense qu'ils n'ont pas tort, ils disent qu'on ne choisit pas les sujets, qu'on ne choisit pas les personnages, mais ils nous choisissent. Ils s'imposent. C'est ça, ils s'imposent. Pourquoi? Quelle est la relation? Il y a des choses qui se passent dans les tréfonds de l'être de la personne. Oui, la personne a la relation à la mère, bien évidemment, vous avez vu. C'est la mère. Il y a une journaliste, l'entretien va passer, je pense, mardi. Elle a un petit peu repris ce que vous aviez dit, la multi-appartenance, etc., frontières qu'on a évoquées tout à l'heure. Et à un moment donné, elle me dit « Est-ce que vous vous sentez algérien, marocain, français, américain ?» Parce que j'ai fait des études aux États-Unis, en Angleterre, etc. Je dis « Écoutez, il y a une seule chose que je sais. Une seule chose que je sais. Que si on devait me dire qu'il faut choisir un pays pour vivre, si je n'ai plus la possibilité de me déplacer, quel est le pays que je ne peux pas négocier, c'est le Maroc. Ce n'est pas possible de changer le Maroc. C'est comme ça. C'est le pays où vous êtes né, c'est le pays auquel vous êtes le plus attaché, c'est le pays, etc. Bon, et il se fait que, comme c'est le pays d'abord de la mère, mais pas seulement de la mère, parce que le père était ici, il a vécu toute sa vie ici, il est venu très jeune, etc. Le pays de toute ma famille. Et c'est dans ce pays que les personnages se sont imposés à moi, l'écriture s'est imposée à moi, quand j'ai parlé tout à l'heure de Cosmos, etc. Donc c'est quelque chose, c'est une complexité. Est-ce que ça vous satisfait? عاودي السؤال بغيت نقول شي حاجه اخرى قولي لهم ليه جسيهم ليه ديتايهم. أقول أستاذ الأم، نعم. الأم عندما صرحت لأن أكيد الكاتب أو ما يكتب مرآة انعكاس لما يوجد في الداخل. عندما تقتنص اقتناصا أو تستنجد آسفة بهذه الشخصية بالضبط، بكل شموخها، رغم القرصان. أستاذ اسمع، ربما لأنني أستاذة اللغة العربية أعطي للكلمات أكثر من معانيها، ولكن القرصان في الذاكرة، ولكن القرصان الشامخ. الشامخ. القرصان نحن في الذاكرة لدينا القرصان، يعني من يصبر على أملاك غيره، من إلى غير ذلك، من يعتدي، من ولكن تختار في شخصيتك قرصانا
بملامح تختار قرصانا بملامح شامخة. نعم، خاصة عندما يرفض أن يدخل إلى البلاط بدون أن يأتي الملك، وعندما يصر إصرارا على أن يلبس ملابسه التقليدية. أنت تعيد في الحقيقة العلاقة ليس بين الشرق والغرب. أنا وجدتك هنا، لا أعرف إن كانت قراءاتي لمن أعطيت أكثر أو ربما أخذت أكثر، ولكن أنا من خلال حواراتك تتبعت كل الحوارات التي أجريتها، قرأتها قراءة كما قلت المسموعة والمرئية. في كل مرة أجدك، ولكن الصوت لم أكتشفه إلا الآن. هذا واحد. فهناك كاين فيديوهات وكاين الكثير، ولو تبقى في الحقيقة يبقى الواقع أكثر صدقا من أي شيء آخر. هذا الإنسان هذا المغربي الجزائري، وقد اقتنصت أيضا واستنجدت بشخصيات جزائرية. القديس أوغسطين أفولاي. ولكن عندما قرأت وأنت تتكلم عن ذلك وتتكلم عن الخياطة. نعم، إن الوليد كان خياط، كان عنده معمل كبير ديال الخياطة. قال لي واحد الصحفي في فرنسا 24 العربيه جواد الدوما، يعني غير واحد قارن بين الخياطه ديال الوليد وانا اللي كنخيط الكلمات كما قلت يعني. وهذا في حوارك حين تكلم عن الخياطه، وتكلم ايضا عن علاقه العلم الجزائري بالعلم المغربي. نعم. عندما قلت له أن هذه الازدواجية أغنتك كثيرا جدا، وعندما تكلمت أنا اقتنصت الأم، لأنني ماذا كنا في الحوار قلت أيتها السيدات بما وجودنا لا يختلف اختلافا عن وجود أي شخص آخر. عندما تكون الأم مغربية فالأستاذ لا يمكنه أن يستبدل بأرض المغرب شيئا آخر، هذا أكيد. أنا في تقفي الطريق لاحظت ذلك، لاحظت الكاتب الموجود عبر كل هذا التاريخ في حواراتك، في كلماتك، في كل شيء. أنت هناك، وجدتك هناك سيدي. لذلك ونحن الآن نقايض بعضا من جملك ببعض من أسئلتنا ببعض من أجوبتك. نعم، حتى وأنا عندما نطقت بذلك لاحظت ملامح وجهك، لأن كنت هناك. ملامح الوجه عندما نطقت وقلت أن الكاتب كان هناك واقفا بكل شموخ، كانت هناك نظرة قالت لي أنت محق. الصراحه الكاتب الصراحه الكاتب كيكتب دائما على نفسه، كيعبر على الافكار ديالو، كيعبر على الاشياء اللي كيؤمن بها، ويعني الطفوله ديالو. واحد القارئ قال لي قبل يومين 3 قال لي واش بن عائشه سو كافي دي ان تي بو واش ماشي موانتا un peu ce qu'avait dit Flaubert quand il a dit Madame Bovary c'est moi. C'était un moment révolutionnaire dans l'histoire du roman. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le romancier fait corps avec le personnage. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit à un moment d'ailleurs tu étais là quand je dis on ne peut parler que de soi, même quand on invente des personnages. Par exemple, j'ai écrit un roman qui s'appelle Le ciel sans détour. C'est une femme qui parle de 1912 jusqu'à l'an 2000, pratiquement. Mais même cette femme, quelque part, c'est mon miroir. Vous avez parlé de moi. Donc, on investit ce personnage avec ses couleurs. Parce que même si on invente, il y a des limites à ce qu'on invente. À un moment donné, il y a un plafond de verre. Et on ne sait parler que de soi. Toutes les petites choses. Même au départ, quand dans le début, le narrateur aussi. Le narrateur, c'est moi, forcément. Il veut être écrivain. Sa mère, la relation à sa mère, il veut sauver l'humanité. Quand on est tout petit, quand on est jeune, on veut sauver l'humanité. On veut la sauver encore maintenant. Je veux la sauver même maintenant. Seulement maintenant,
Voilà. Il y a beaucoup d'illusions qui ont sauté, mais j'ai envie de sauver l'humanité. J'aimerais vraiment. ونديروا ان تري كوم فو ديت faire fond de machin. Merci. أستاذ أنت عم تطبخ حاجة وشي تصبحوا. Bon, j'ai lu le livre, c'est intéressant. Pour moi, qui ne suis pas littéraire, c'est une belle histoire d'amour avec des éléments d'histoire. C'est comme ça que je l'ai vu, en tant que militant de droits de l'homme. Comme je lis page 130, et comme a dit Iman, en réponse à l'émissaire de la princesse qui est venu lui dire stop, et il a dit: dites que c'est ça, dites que ce pays a une trop haute idée de lui-même, dites que je suis presque noir et qu'il est blanc, dites qu'il est chrétien et que je suis un sauvage né dans une religion insensée, dites que je suis un homme qui ne saura jamais trouver sa place parmi les gens de votre nation. Donc on réalise que les militants des droits de l'homme ont encore du chemin à faire. C'est les mêmes clichés, les mêmes de nos jours. Moi, j'ai des petites questions. Moi, j'avais vu il y avait Taïb Siddiqui, j'ai vu une pièce théâtrale sur Ben Risha. Mais il ne parlait pas de cette question d'amour. Il ne parlait que, je me rappelle, de Ben Risha avec le roi et avec l'interprète. Et il est venu demander la main de la fille du roi. Et quand il a demandé à l'interprète que le roi veut sa fille, l'interprète lui a répondu: je ne vais pas traduire ça. Et il lui a dit aussi, Ben Risha avait dit sur Siddiqui, il avait dit que rien ne nous réunit. On n'a rien en commun entre notre nation et la vôtre. Même l'écriture, nous on commence de droit, on commencer de gauche. Aussi c'était magnifique cette scène d'amour dans la chambre, cet amour fou. On dirait que vous étiez avec eux. C'est moi, Ben Risha. La dernière chose, je constate, j'avais lu dernièrement un livre de Sha'ari, et ce qui se passe au palais, c'est de Qasr, mais c'est la même chose, ce qu'on avait aussi au Maroc. C'est exactement, ces combines, ces relations. Voilà, c'est tout ça. C'est bon? Oui. Est-ce que quelqu'un a des questions? Moi, je souhaite rebondir par rapport à la lecture du livre, parce que j'ai beaucoup aimé. Vous avez parlé tout à l'heure d'artisanat ou d'art manuel, mais effectivement, j'avais l'impression que vous avez brodé, lapsus, tous les éléments qui soulignaient la dimension de l'impossible. Alors, il y avait du Roméo et Juliette, il y avait du Tristan et Iseult, il y avait un peu cette notion du véritable amour, de l'amour inconditionnel, mais qui est en perpétuel parallélisme, à mon sens, avec la dimension de l'impossible. Moi, je me pose la question, dans un contexte pareil, où la dimension de l'impossible, elle est juste évidente, est-ce que la dimension de l'impossible, selon vous, d'après votre représentation des faits, parce que les personnages, c'est votre création, même si on a le cadre historique, comme on a dit tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé qu'on puisse préciser le contexte spatio-temporel, parce que ça nous met dans une bulle assez illustratrice. Je me pose la question aujourd'hui, est-ce que l'impossible, il est, à votre avis, lié forcément à des contextes pareils où c'est vraiment flagrant, ou est-ce qu'on peut ne pas avoir d'hiérarchie sociétale, être de la même religion, être de la même couleur de peau, de la même nation,
et quand même subir la dimension de l'impossible. Parce que là, les antipodes, ils sont clairs. Ouais. Mais je me dis, est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait toujours des antipodes pour qu'on parle d'impossible? C'est-à-dire que là, votre question est très pertinente. Mais on quitte le territoire, le périmètre du roman. Je ne suis pas un spécialiste, moi, ni de la psychologie, de la psychanalyse, des rapports humains, les difficultés, des couples. Moi, il se trouve que c'est cette histoire-là que j'ai racontée, pour laquelle je me suis donné les moyens de voir si elle était, si on pouvait résoudre cette question difficile ou pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas que j'évite votre question, mais je suis un romancier qui s'est penché sur l'impossibilité d'un amour entre la princesse de Conti, donc une Française chrétienne, fille d'un roi, un Marocain musulman, roturier, qui ne sait pas dire, voilà, il y a plein de choses, c'est ces choses-là. Maintenant, je peux concevoir que des lecteurs, des lectrices, fassent un travail à partir de ça, soit à l'école ou un article, etc., pour poser ces questions. Et c'est à ça que ça sert la littérature. Mais moi, répondre à ça, très honnêtement, ça serait malvenu de ma part. Je serais un imposteur. Je ne veux pas l'être. Il a raison. أنا في هذا البرولوج اللي قريت ذاك البرولوج j'avais envie qu'un étudiant prenne هذاك البرولوج بوحدو ويكتب عليه de la recherche, n'est-ce pas, monsieur doctorat هاد la description. Alors déjà page 160 فاش تقول derrière lui ces années de conquête et de gloire. Il ne marche plus sur la terre des hommes. استهيتوا بدك تقراو على شي واحد اللي ما تيقولوش زعما راه فوالا سكيل افي ولا كما نابيل سا او ريزو فونيبر جاتني بحال لو ريزو فونيبر هادي. الوغ ديجا احنا القصه غاديه بون عاود دخل لا فولي وداكشي وجابوا لدارهم جابوا السلاح. Et puis on a derrière lui ces années de conquête et de gloire. Il ne marche plus sur la terre des hommes. Il est enveloppé dans un drap sombre, presque noir, comme un ciel d'orage, son seul allié. Son regard est fuyant, sa voix tremble et ses jambes ne le portent plus. Il ne dort plus depuis quelques jours. Il n'est plus qu'une ombre incertaine sur les remparts de la ville. Je trouvais ça. Et il a le visage gris âpre, creusé. Qui êtes-vous? Ce sont les seuls mots qu'il répète. Pourra-t-il jamais redevenir l'homme qu'il fut? Ça fait devenu fou. Donc on a dit là, et puis après l'épilogue, كاين le clin d'œil تاع ابن العربي، كاين هذا l'horizon funèbre، ومن بعد غادي يجينا ثاني il y a 2 jours ma porte زعما شي وحدين يصوصوا جاو داو ليا داو دونك ياك. Et on a en page 162. Alors là, à la page 162, ma bien-aimée est morte il y a longtemps, ils le savent. Il le délire d'Ibn Ben Aïcha. Ma bien-aimée est morte il y a longtemps, ils le savent. Elle croyait en un autre Dieu, et cela aussi ils le savent. Elle repose dans un lieu sûr, leurs clameurs ne pourront jamais l'atteindre. Je lui ai donné une sépulture loin de la ville. J'ai mélangé la terre. Il l'a enterré. J'ai mélangé la terre avec mes larmes et cru entendre dans le désordre du monde et les ténèbres, comme une ode à ma bien-aimée, sous une lune bienveillante, soucieuse de guider les gestes imprécis d'un vieil homme. Je continuerai de la croire immortelle. Et ça continue. Et nous passons à un autre, le deuxième paragraphe. Et c'est plus lui qui parle. Ce n'est plus Ben Aïcha. Alors que dans la narration, on a l'impression que c'est 2 paragraphes qui se suivent. J'aurais aimé rester sous le modeste toit qui m'a vu naître. Je l'ai écrit tant de fois. Mourir dans le lieu où je suis venu au monde, je continuerai de l'espérer envers et contre tout. Je suis parti comme un misérable, ô combien confiant dans la généreuse lumière qui tombe sur ce carré de terre et qui ne rêve que de se répandre partout ailleurs. J'ai croisé Ben Aïcha. C'est Ben Aïcha qui parle. J'ai croisé Ben Aïcha. Attendez. J'ai croisé Ben Aïcha à la sortie de la ville. Il a posé les yeux sur moi. Il n'a pas reconnu celui qui était pour lui comme un frère. Il était seul au pied des remparts. ها هو دابا بن عيشة
ها هو لو ياك هذا بن عيشه وهنا لو narrateur ياك وبلاتي. Ensuite احنا غاديين dans le même chapitre. Je n'ignore pas qu'il m'en aurait coûté si l'on m'avait condamné à vivre le restant de mes jours, ça m'a bien aimé. ولكن هنا ils vont غادي fusionner les deux ici, ça va devenir. Alors nous avons, c'est pour elle que je répète inlassablement mes leçons de ténèbres. Les leçons de ténèbres, ils sont mentionnés dans le Versailles et je peux alors voilà, c'est pour elle que je répète inlassablement mes leçons de ténèbres. Lorsque je m'interroge de Salmodier, les vers divins de la religion de l'amour qu'un homme a su écrire dans la langue du Coran, dans le sophisme. Je n'aurais jamais accepté de vivre un seul instant sans elle. J'aurais renié mon âme. J'aurais fait de la trahison un sanctuaire pour me protéger du monde. J'aurais enfilé la tunique de la famille pour me glisser dans la peau d'un homme à qui n'aurait importé que d'être l'architecte de la plus abjecte imposture. En ayant lu mes leçons de ténèbres, donc ça fait ce que alors le roman allait s'intituler justement Leçons de ténèbres. Ah, donc Leçons de ténèbres, voilà, génial, tu vois, je ne savais pas. Oui, parce qu'il est essentiel. La musique de Couperin est absolument importante et elle devait être, voilà, puisqu'en plus il y a la destruction de Jérusalem à l'époque, etc. Il y avait plein de symboles finalement. J'ai écrit Belaïcha, mais tout en prenant Belaïcha petit, j'ai laissé quand même l'importance du titre, ce titre de l'œuvre de Couperin, de Leçons de ténèbres, parce que c'est pour le tombeau de Jérémie, le nom d'ailleurs, le prophète, etc. Alors, simplement une petite chose, c'est que dans le... je ne sais pas si vous avez fait à peu près la même lecture que lui, là, pour la fin, pour l'épilogue. Je connais l'épilogue. Je connais pas l'épilogue. L'épilogue, moi j'aurais voulu poser la question quand il dit il y a 2 jours ma porte a volé en éclats. Est-ce que c'est Belaïcha qui parle? Là, c'est l'autre qui est pas sur le date. Voilà, C'est l'autre. c'est ça. Justement. L'épilogue. Les hommes qui sont violents sont passés à la maison au crime. Et même ils lui ont pris le manuscrit. Tout ce qu'on vient de Alors moi lire. je suis sur le manuscrit. Ils ont détruit mon manuscrit. Abdullah Ben Aïcha. C'est ce livre que vous tenez entre les mains. Oui, j'aurais pu mettre Abdullah Ben Aïcha, bien sûr. Ah, c'est qu'est-ce que j'ai vu. Vous l'avez fait sciemment ou là? Oui, bien sûr. Vous vouliez qu'on fasse la différence entre les Non, deux ça non, titres, non, bien sûr. la différence. Mais de toute manière, moi ce que je voulais, c'est qu'on comprenne, j'espère que vous l'avez compris, mais ce n'est pas nécessaire finalement, qu'on comprenne que l'histoire qu'on vient de lire, S'il vous plaît. l'histoire qu'on vient de lire, personne ne pourra la lire. Puisque le manuscrit a été détruit. On est bien d'accord. L'idéal serait que le lecteur ou la lectrice comprenne que le livre qu'elle tient dans la main ne comporte rien, c'est du vent. Mais, comme vous l'avez dit, si on ne fait pas la relation entre le titre et le manuscrit que vous tenez là, le livre, c'est pas bien grave. La seule chose qui est un petit peu peut-être ennuyeuse, ce serait de penser qu'il y a un changement de narrateur à chaque fois dans le temps. Et justement, c'est la même. C'est toujours le même. Ah oui, d'accord, vous me rassurez. Oui, c'est le même, c'est clair. C'est ça, de bout en bout, c'est-à-dire de la première. D'ailleurs, tout le livre est écrit par le narrateur. À un moment donné, il passe au il pour parler de Aïcha, et il va retrouver le jeu pour parler à la fin. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une histoire qui est enchâssée dans l'autre. C'est un narrateur qui a vécu une histoire d'amour avec quelqu'un qui est d'une religion différente, d'une origine différente. Cette personne est morte, sa bien-aimée. C'est pour ça qu'il est touché par l'histoire de Belaïcha. Et il raconte l'histoire de Belaïcha comme un hommage. أنا جاني oui c'est un entendu de belle femme جاتني oui
souhaite rebondir par rapport à ce qu'on a dit. Alors, c'est vrai que j'ai lu le livre par deux parce que je devrais le lire 3 fois. Mais ce qui, oui, pour ressortir un peu, mais je n'ai retenu qu'une seule excellente et belle chose dans ce livre. Depuis tout à l'heure, je vous entends parler d'amour impossible, alors que le livre, c'est un amour réel qui a été consommé, qui a été vécu, qui continue à vivre malgré toutes les difficultés. Et ce qui m'intrigue un petit peu, c'est qu'avec notre esprit moderne, on veut matérialiser l'amour. Or, l'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas matérialiser. C'est utopique. Ils l'ont vécu, il est possible. Malgré la différence culturelle, la différence géographique, ils ne parlaient pas aussi bien français que ça, mais les cœurs ont parlé. Donc l'amour était possible. Pourquoi on parle d'amour impossible? Peut-être parce qu'il était impossible à institutionnaliser. Parce que dans la durée, il continue à durer. On ne l'a pas matérialisé. Ils n'ont pas fait d'enfants, ils ne se sont pas mariés, ils n'ont pas fait de grandes... Mais l'amour, il a existé. Il n'a jamais été impossible. Ils ont fait abnégation de tout ce qui les sépare et ils ont vécu leur... Et vous avez raison. Votre analyse est tout à fait pertinente. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment différentes lectures peuvent se tenir, peuvent être différentes. Quand on a dit impossible, moi j'imaginais par exemple sur la durée. En fait, c'est vrai que cet amour, on parle du roman, dans le roman, l'histoire d'amour a eu lieu. Elle s'est déroulée, ils se sont aimés. Voilà ce qui importe. Donc cet amour a été possible. Voilà. Bien sûr, ça se tient tout à fait. Moi, je l'ai vu impossible d'un point de vue institutionnel. Parce que déjà, par rapport aux différences, c'est des dimensions d'institutions, les classes sociales, l'appartenance religieuse, l'appartenance ethnique, etc. Donc, l'institutionnalisation, en soi, elle était impossible. Maintenant, est-ce que l'institutionnalisation est l'unique critère pour admettre que quelque chose est réel ou juste non concrétisable? Oui, mais je pense que je reviens à la dimension historique, parce qu'à l'époque de Louis XIV, la dimension institutionnelle comptait. Si on avait parlé peut-être d'un autre contexte historique, peut-être dans une société de tziganes ou de gitans, peut-être que l'institution n'aura pas le même non. Alors, ces institutions ne sont-elles pas ces fameuses frontières que nous voulons détruire? Parce qu'il y a des frontières qui existent dans la géographie, il y a des frontières que nous avons créées. Et alors que tout le monde, tout à chacun, voudrait détruire ces frontières pour avoir un monde plus large, plus intense, pour s'aimer, pour communiquer, et on les crée. Donc les frontières, plus on avance, plus on les crée. Plus on s'enferme dans notre carcan, plus on s'enferme dans notre culture, plus on s'enferme dans notre religion. Donc on ne peut pas déclarer la guerre aux frontières alors qu'on crée des frontières par ces institutions. Sophie, je sais que vous avez lu le livre, est-ce que je pourrais vous écouter? Alors, je vais donner deux points. Je vais essayer de répondre après à FIFA. Je disais à Lila, j'ai adoré votre livre. Vous m'avez redonné l'envie d'aimer. Voilà, et on est tous d'accord. Non, sincèrement, franchement, vous m'avez redonné l'envie d'aimer. Moi qui avais fermé mon cœur. Le culminant est là, quelque part. Non, c'est vrai, s'il vous plaît, on écoute. En toute sincérité, pour avoir vécu un amour fusionnel, et je peux dire que c'est destructeur, et que c'est un amour impossible parce que ça ne peut pas durer tellement la fusion existe, et ça je parle en connaissance de cause, et puis on met énormément de temps à se reconstruire, et on se ferme, j'allais dire, pour se protéger. Et c'est pour ça que finalement, quand j'ai lu votre livre, vous m'avez véritablement redonné l'envie d'aimer, l'envie d'y croire, parce que je suis d'accord avec Afifa, même si c'est un amour impossible du point de vue de classe sociale, et
et du contexte historique, etc., ils se sont aimés et finalement c'est ça le plus important. Voilà, et pour moi c'est ça. Et je voulais vous dire aussi que je trouvais que vous étiez quelqu'un de profondément humaniste. Vous nous donnez l'espoir et l'envie de croire en l'humanité et qu'il y a encore, malgré le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la brutalité, qu'elle soit verbale ou physique, quand on lit des livres comme ça nous donne, on continue à croire en l'humanité et vous donnez beaucoup d'espoir. Et vous me faites penser, alors c'est pas du tout dans le même genre, hein, mais votre philosophie, le fait de penser que vous êtes un citoyen du monde, vous m'avez fait penser à Khalil Gibran, qui disait la terre est ma patrie et l'humanité ma famille. Et voilà. Merci. Merci Sophie. S'il vous plaît. Good evening to everyone. Il est anglophone, donc il faut But answer in French. Yes. Right. It's okay. Correct. I would like to express my deepest prayers for everyone, for happiness and love in their life, not only to people present here, but to people all around the universe. I would like also to state how of a distinct honor, a sensation of honor for me to be here in your presence and in the presence of a giant writer every time. Concerning the novel, Ben Aisha is a tremendous plus to the outcome of the Moroccan novels. It takes you to a journey to conquer Western culture as well as Moroccan culture itself. It emits out an aspiration of how you could start from nothing and become something history remembers decades on. Ben Aisha is a motive to fight and dare to fall in love despite obstacles and circumstances. And I do have 3 questions. My first question is... Please do. His story says Ben Aisha wanted Princess Marianne for Sultan Suleiman Ismail, not for himself. So how came this slight modification that it's Ben Aisha who is the hero? My second question is, do you believe that a love story or a marriage, if succeeded, could have adjusted the quarrels between Morocco and France at the time and break the cultural barriers? My last question is, does love have this ability of bringing 2 cultures together? And most importantly, standing and resisting against diversity? Well, for the first question, I would say that historians... Don't you think you should answer in French? Yes, okay. Yeah, because I think Right. it's for people to understand. Pour la première question, vous savez, les historiens, ce sont les historiens qui ont dit sur une page ou une page et demie, plus souvent c'était vraiment des petites bribes, que cette histoire a existé. Il n'y a pas eu de livre d'histoire sur cet événement. Le fait, comme vous le dites, que Ben Aisha, que les historiens, que Ben Aisha devait demander la main de la princesse de Conti pour son roi, c'est sur la base de ce que certains historiens ont dit, historiens marocains, historiens français. On ne sait pas vraiment dans la réalité comment les choses se sont passées. Maintenant, on passe au roman et au romancier. Le romancier est un homme ou une femme libre. Il n'est pas tenu comme les historiens par une rigueur scientifique, une rigueur historique, etc. Le romancier travaille avec son imagination, sa sensibilité. Pas l'historien. En tout cas, l'historien, sa vision, bien sûr, c'est tout à fait légitime,
elle est déformée par sa subjectivité, mais il essaye de résister, il essaye d'avoir une rigueur, d'avoir une cohérence. Dès la première phrase de son livre, le romancier vous dit qu'il invente. Il vous dit qu'il use d'imagination. Il vous dit qu'il ment. Et vous allez chez le libraire et vous achetez le mensonge du romancier. Et vous acceptez, parce qu'il y a un pacte. Et vous aimez. Et vous aimez. Il y a un pacte tacite entre le romancier et le lecteur. Donc, étant donné cette liberté, je me suis donné la liberté d'écrire les choses à ma façon. J'ai tout inversé. Et c'est pour ça, Ben Aïcha ne va pas, c'est après qu'il va aller demander la main en arrière, mais il y a autre chose d'abord que je... La deuxième, je me rappelle la troisième question concernant les obstacles. Les obstacles. Est-ce que l'amour résiste aux obstacles? Est-ce que l'amour résiste aux obstacles? Ça, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça dépasse vraiment les... My second question is, Oui, go ahead. Again, please. if the relation between the princess and Ben Aïcha succeeded, Yes. could it have adjusted the Quran? Ah oui, yes, sure, yes. Bon, c'est autre chose. Effectivement. Oui, bien évidemment. Si ça avait réussi, si ça aurait... Oui, effectivement. Je ne sais pas, ça c'est encore une fois... Voilà, je vois. Vous voyez, c'est très difficile de répondre à cela. Oui, un petit peu, il faudrait être un peu devin ou, je ne sais pas, poser... Prospectiviste. Oui, quelque chose comme ça. À chacun sa réponse. Oui, bien sûr. C'est ça, À chacun. je crois. La troisième question, je pense que c'était la culture. Est-ce que la culture, c'est ça? Can two people from Ah, different two cultures- people. Oui. Can two people? Go ahead. Can two people, for example, from different cultures succeed in their marriage or relationship? Oui. Can their love? Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Voilà. Vous voyez, on a autant de réponses, je pense. C'est difficile. De différents types. Ça finit pas. On avait parlé des frontières aussi. Oui, c'est ça. C'est juste. Il y a la question c'est autre chose. Il y a autre chose, c'est-à-dire cette personne. Écoutez, s'il vous plaît, répondre si vous voulez. Mais maintenant, on écoute la question. Je pense que vous avez vu un petit peu la réaction qu'il y a eu spontanément. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a autant de réponses que nous sommes. Dans quelle mesure, justement, l'identification à un trait fait que nous sommes ce que nous sommes? Parce qu'on peut être de la même religion, de la même ville, de la même nationalité, mais on raisonne de deux façons différentes. L'un sera peut-être plus capitaliste que l'autre, l'un sera peut-être plus conservateur ou plus timide ou plus introverti. Et ça fait un clan d'introvertis où ça va être la zone de confort. Donc on revient toujours à la notion de zone de confort. Maintenant, je dis la réussite, c'est relatif déjà à mettre entre guillemets. Et puis, peut-être qu'il y a aussi la considération que nous oublions aujourd'hui au niveau des temps modernes, c'est que peut-être que la différence, elle peut être aussi facteur de richesse et de complémentarité. Parce que mine de rien, voilà, on est tous différents. Mais on reste quand même sur des appartenances qui nous réunissent. Oui, on ne raisonne pas de la même manière, mais on appartient à une même catégorie sociale. On a une même communauté religieuse, on a une même classe. Mais finalement, là, on est tous différents. Mais l'idée, justement, c'est cet effort d'aller vers l'autre. Comme on dit souvent, on a tous les mêmes qualités et les mêmes défauts, mais à des doses. Après, dans quelle mesure la concession, elle est là? Moi, je pense que dans notre livre, moi, j'ai trouvé que Ben Aïcha, il était dans une perspective d'effort. Parce que psychologiquement, il ne s'est pas mis de barrière. Et s'il ne s'est pas mis de barrière, c'est qu'inconsciemment, il s'est cassé des barrières. Et c'est un effort pour aller vers l'autre. Pour se dire, cette femme, oui, elle vient d'un autre monde, elle est Adam, mais voilà, le cœur a ses raisons que la raison n'a point. Alors, je voudrais demander aux gens qui sont là présents, les adultes bien sûr, parce que les jeunes n'ont pas encore d'expérience dans ce sens, une petite question. Est-ce que les gens qui connaissent des couples mixtes et qui ont vécu 20 ans ou 30 ans, je ne parle pas de tu peux vivre avec n'importe qui. Alors dis-moi, Moi je peux témoigner. Moi j'ai mon frère par exemple qui a pratiquement 40 ans de mariage et pour lequel ça marche très bien. J'ai 2 oncles pareils, c'est des couples mixtes franco-marocains, 2 oncles qui ont eu des mariages et qui ont vraiment réussi avec 45-50 ans de
voudrais dire, moi, c'est qu'un mariage, c'est une union entre deux personnes où une personne laisse quelque part d'elle ailleurs. Quelle que soit la nationalité, quelle que soit la culture, on est obligé, pour être en couple, de laisser une part ailleurs. Donc, ce sacrifice-là qu'on fait, soit il est assumé et on rentre dans cette relation de couple et on persévère et ça continue et il y a la réussite, et il y aura toujours des frottements par rapport à cette arrière qu'on laisse et qu'on va chercher de temps en temps. Donc, ça fait du bien aussi, c'est un enrichissement, comme elle a dit. Mais on abandonne absolument une partie de soi en restant en couple. Voilà. Oui, il y a quelqu'un qui répond ici. Juste un témoignage, je sais que moi, j'ai deux frères qui sont mariés avec des étrangers. J'ai beaucoup d'amis, la majorité échoue. Et j'ai vécu une expérience. Il y en a beaucoup d'étrangers qui viennent au Canada, un pays neutre. C'est-à-dire, chacun laisse son pays ailleurs et vient dans un pays vivre pour garder leur amour. Garder leur vie de couple, ils viennent, ils s'installent. En zone offshore. Oui. Pour terminer, je voulais juste rebondir sur la question de M. Kibir. Il a dit tout à l'heure comment ça se fait qu'avec les connaissances maintenant, la technologie, tout, le savoir, il y a encore les hommes ne tirent pas les leçons des guerres et tout ça. Mais pour moi, c'est tout simple. L'homme est un animal belliqueux. Ça, c'est sa propre nature. Et on peut voir, donc il faut l'encadrer par les lois, par la culture, par les valeurs, par les droits. Et au moment, dès qu'il y a un glissement des lois, des valeurs, il reprend sa nature. Donc regardez maintenant, regardez l'État. L'international, il y a des poids de mesure, et personne ne respecte quoi que ce soit. Regardez les replis au niveau de chaque nation, les extrémistes partout. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un regain de cette nature qui était plus ou moins. Donc il faut être vigilant tout le temps. Et on écoute d'abord Khadija puis après ensuite. Oui, moi c'était juste pour rebondir sur ce que disait Leïla. Moi, je trouve, d'après mon expérience personnelle, dans ma famille, c'est des couples qui au début sont parfaits, ça se passe très très bien. Arrivé à un certain âge, les choses basculent et... Comme tous les couples. Yallah les filles. ريحان الغربة في بلادك أحسن لك خايف يا محبوب تغدى وتتملك تتعشر الغير وتنسى أني أنا حنينة حنينة يا حنينة يا قمر سلم على غيابنا دلي وين حباب أوين أنا فقت من النوم تعايد يا فرج نعمل لك ملبوس من الفضة خارج نبني لك قصر عالي بالدرج مفتاحه يا ناس والعين أساسنا حنينة حنينة يا حنينة يا قمر سلم على غيابنا يا دلي والأحباب أويلنا يا ظريف الطول يا رمح الخيال إذا صار ظهري ولم يبقى لي حال من على اسطنبول واكتب عرضي حال لا أحد مظلوم غيرك أنت وأنا حنينة حنينة يا قمر سلم على غيابنا يا دلي والأحباب أويلنا ضاقت من النوم تعال
fait, elle écrit son extraordinaire. متجر الحب. عادة ما يكون المتجر فارغا في إطلالات الصباح، حيث يقوم سعيد بترتيب السلع بوضع كميات الحب في مخازنها الخاصة وتصنيفها حسب طلبات الزبائن. الساعة 10:30. سعيد يتجول بين الرفوف شارد الذهن، دائما ما كان يتساءل كيف يمكنه بيع الحب وهو لا يمتلكه أساسا؟ ألا يمكن للناس أن تنتجه بنفسها؟ هل كل الناس أصيبوا بالسقم العاطفي؟ أين أيام كان يفيض فيها الحب بين قلبين بمجرد التقاء عيونهم في نظرة خاطفة؟ أخرجه من سروده زبونة شابة ذو ثياب عصرية أنيقة وشعر أشقر منسدل على كتفيها براحة. نظرت لسعيد وأردفت: أرجوك أريد كيلوغرامين من الحب المتسكع. استغرب سعيد من طلبها هذا، ابتسم لها وقال: آسف سيدتي، هذا النوع غير متوفر في متجرنا. مالت برأسها قليلا وقالت: بلى، إنه هنا. وضعت يدها على صدره أو على قلبه تحديدا. بلى، إنه هنا. فتح سعيد عينيه وهو يلهث، أخذ يلتفت يمنة ويسرى بحثا عن الفتاة التي كانت أمامه. إنه لأمر عجب، أين هي؟ هل كنت أحلم؟ ليست هذه المرة الوحيدة التي يشعر فيها سعيد بإحساس كهذا. لما كل الفتيات اللواتي يراودنني أثناء شرودي يشرن إلى قلبي؟ هذه الآلة الضاخة للدم ولا تجيد غير ذلك. لما هي بالضبط؟ أسدل الليل ستاره برفق والمتاجر تغلق إلا متجر الحب، تبقى أبوابه متبسمة الأطراف إلى غاية 5 صباحا حتى ترتوي الناس من هذا المدعو بالحب. زبون تلو زبونة ينفقون كميات من النقود من أجل شراء النفاق العاطفي. كحدث سعيد كل مساء يستأنس بإبريق من القهوة، عشقه الأبدي، على الأقل الكافيين يبقيه شارد الذهن ويصد محاولات النوم الفاشلة. جرس الباب يدق معلنا أن زبونا قد دخل. نطق سعيد دون النظر إلى محي الزبون: كيف أساعدك سيدي؟ حب عاص، حب غبي، حب ساق، حب لا مبولد. أجابه صوت حني: حب تسكعي. صعق إثر ما قيل لحظتها، فرفع رأسه ببطء كأنه ينتظر مهاجمة من طرف وحش الزومبي. إنها نفسها فتاة الصباح، قالت دون أن تنتظر ردة فعل منه: كيف يمكنك يا هذا أن تبيع الحب وأنت لا تعرف معناه حتى؟ إنك تنافق نفسك والآخرين. ارحل واغلق هذه اللعنة المشؤومة التي جعلت من القلوب سوى آلة ضاخة للدم. ارحل يا سعيد، إن فاقد الشيء لا يعطيه. صباح جديد ومتجر الحب لم يفتح بعد. ملايين الزبائن تنتظر غاضبة. هناك من تشاجر مع حبيبته وزوجته. أصبح أمام المتجر ساحة معركة أهلية عاطفية. الصحراء مكان لا يزوره إلا السائح، ولا يحط فيه الرحالة إلا من ضاقت به الأوتار وخذله التفكير أو مرت به عاصفة ممطرة زفت به إلى أعماق الكتان الرملية. قال سعيد متأملا كمية الرمال الهائلة: ما أجمله الحب التسكعي. وليس لي كل ما هو متاح، مضغة للعشق للصبابة للوعة هو مصباح. إن كبحت جماحه انكسرت جناحي طائره، انحصرت زنزانة سجنه، انكمشت أسارير وجهه، لا له انشراح. وإن حررت قيوده تنفس صبحه، استتب أمنه، توهج عطره، هو ارتياح. لا تحسب الهوى هواك، اختيارك قرارك، لا هو اجتياح. يأخذك إلى أعلى الموج في أنأى المحيطات، لا له سباح. تسبح فوق موجه بلا شراع، تغوص في أعماقه دون غواصة، تحتضر في أدغال ليله بك نواح. أمل لا
تعصف بك رياحه، تزلزلك براكينه، تشقق أرضك فتئدك وأنت صياح. من يسمعك؟ من يسمعك، الأصم أم الأبكم أو الألواح؟ لا أدري، لا أدري أنقشت أحرفه بحبر الأرجوان أم درر الألماس أم نبال الرماح. أخلته ضيفا، أخلته ضيفا يقرع الباب ينتظر الاستئذان، ينتظر الاستئذان، الولوج له يباح. هو موعد أخطأ تاريخه، مكانه، زمانه، فانتكست منه الرواح. هو إيمان ملئت به الأرواح، انفطرت له القلوب، مكبلة له الأدرع، تضرعا بالدجى، دواء للمحبين عند الشروق. يأتي الصراح هائما ظمآن إلى منتهى السدرة، حيث الصلاح وتم الفلاح. S'il vous plaît, il faut écouter. Sarah, elle s'entend en anglais, mais surtout elle est directrice du bibliobus ديالنا. كيف أصفح عنك وأنت ظالمي؟ كيف أنساك وأنت محرك ذاكرتي؟ بإهمالك لي دبت معاصر الانفجار تنتقم، بعنادك كادت أشواقي تتجه نحو الضجر. ذنبي أنني أحببتك بقلب خالص لا يعرف إلا الصفاء، وأنت لا تملك ولو ذرة إشفاق. أستنجي ربي داعية إليك بالشفاء، لا من علة ولا من وباء، بل من صمم قلبك الذي أصيب بالداء. ما ذنب كل فتاة عشقت بصدق وكادت حبها في إطراق، عاشت ظلمها بإيراق، تنتظر بكل أشواق مجيء البطل حاملا سيف الوله بميثاق. فهل من محتال بعد الآن يستطيع أن يعد المصيدة لكل فتاة عنيدة؟ يحسبوننا أننا نية، لكن العكس، فالنساء يدفعن إلى المنية. ديال الزجاج بالحق انا غنرجع للدارجه. طاح لي العجب. طاح لي العجب وما عرفتوش فين طاح. ياك اليوم عيد الحب ولا حبيب بحبو باه. شوف، ما تبكي ما تندب، دوز نهارك مرتاح. الحب ما كيتشرى ما كيتباع، ملي كيجي كاع ما كتكون ضارب حساب، كاع اللي نساه وما تسناه شي نهار حتى كيدق في بابو. اما اللي دايما هي محبه الوالدين والولاد، محبة موالين الدار والجواد، محبة الحباب اللي ما حاجتهم فيك، والصحاب اللي كيسولوا عليك، والناس الطيبين اللي ما بينهم وبينك غير الخير والإحسان. هادو كلهم محبتهم أمن وأمان وسكينة واطمئنان. أخاي اللي سمعني يقول هذا مسكين حزين مضروبه فيه حتى سكتات وما متشائم حتى زفته. ها هو لقيتو. شكون هو؟ حب؟ لا، العجب كان غير في الجيب، كان غير في الجيب وانا ضليتو طاح ليا. صافي ما تديوش عليا، والله الا طويل ولكن فلت عليا. ملحكم لي شرف اختتام هذا العيد، وأسميه عيدا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حيث تآمرت الكلمة في أول الأمر لتتلوها التعابير والأحاسيس والمشاعر بمعية القلوب الحمراء والدوائر، ولنختتم بالنوتة وبالكلمة وبفيروز. هنا
وإذا كان الكاتب قد اقتبس القرصان السفير ليقول كل ما يمكن أن يقال ولا يقال، فلكل منا قرصانة. أتذكر وأستحضر سيدي أيام الجامعة، وخاصة حكاية دون كيشوت دو لا مانشا وهو يصارع طواحين الهواء بحثا عن قيم في زمن متدهور. فلكل قيمته، لكل قرصانه. جميل جدا أن نجد شخصا يبحث عن الحب في عيد الحب. لذلك سيدي هنا أستحضر وأقول لنا الكلمة وشرف الكلمة والنوتة وشرف النوتة والحضور وشرف الحضور. عندي طلب، هل يمكنك سيدتي ليلى أن تضمينني إلى لائحة النساء اللواتي يساهمن في هذا الحفل، والذي يتكرر كل مرة بنكهة خاصة يتأمر فيه كل شيء، حتى الكاتب نفسه. حتى الكاتب عندما دخلت يتغير ملامحه مرة عن مرة، يتفاعل، وهذا هو الإنسان. فنحن عندما نحيي الشاعر ونحيي القاص ونحيي الموسيقي والفنان والمسرحي نحيي الإنسان. فتحية لكل إنسان جالس بيننا الآن، وشكرا. C'était un moment de félicité. De grâce. Oui, de grâce. Merci pour l'accueil, pour toutes vos attentions. Il y avait de la bienveillance, il y avait de la pertinence, il y avait de la justesse, il y avait de... Ça m'a beaucoup touché. Je suis très heureux. Et j'aimerais vous exprimer à vous tous et à vous toutes, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, voilà, toute le... Génération confondue. Oui, à mon âge, je peux le dire. Et donc c'était un moment que je vais garder qui est marqué. Qui est marqué, oui, qui est marqué comme d'une pierre blanche. Et je me souviendrai de ce passage à Marrakech. Je passe en coup de vent, mais c'est un moment qui va rester très 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 longtemps au fond de mon cœur et dans mon...